Au nom de la Commission, nous accueillons Gabriel Boulot. Donc, Gabriel, on va un petit peu voir ta vie, ton œuvre, ta place aussi dans l'organigramme des gens de l'eau, parce que tu as une position bien particulière, et je voudrais un tout petit peu la rappeler pour bien te positionner au sein de ce Parlement de Loire et accueillir donc l'ensemble et de ta personnalité et de l'ensemble de ton travail que j'apprécie particulièrement. Donc, Gabrielle Boulot est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts. Elle est sociopolitiste donc à l'INRAE, c'est-à-dire l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Depuis longtemps, donc, tu étudies comment de nouvelles problématiques environnementales sont prises en compte dans l'agenda politique et leur traduction, et c'est un mot qui parlera à Camille, leur traduction sous forme de politique publique. Tu enseignes donc à l'École des Ponts. Tu animes un blog que j'aime beaucoup, une petite émission politique de quelques minutes pour parler des enjeux du quotidien qui s'appelle EPOCO. Et récemment, tu m'en as fait part, donc tu viens d'être nommée donc présidente du comité de déontologie de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le 16 septembre 2020 dernier. À cette occasion, tu m'as confié avoir pris connaissance des travaux et des réflexions de Marie-Angèle Hermite, donc de l'EHESS, qui questionne les chemins pris par l'animisme juridique. Donc, tu as travaillé aussi bien sur des termes qui sont pénurie de l'eau, pollution, prix de l'eau. Tu as beaucoup étudié donc le paysage institutionnel public de l'eau. Tu parles d'eau embouteillée. Tu travailles sur les contours des conflits. C'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui spécialement dans cette thématique. Et tu m'as fait part également donc de dates particulières qui ont été importantes pour toi. 2003, la canicule, très importante. Ta thèse de doctorat donc sur la gestion française des rivières et ses indicateurs. Un livre en particulier que je ne connaissais pas, de Virginie Tournet, Penser le changement institutionnel, qui semble avoir marqué aussi ton cursus. Et puis nous nous sommes rencontrés en 2015 sur une ANR, sur la Garonne, sur la notion de rivière aménagée que nous avons menée ensemble. Donc tu as travaillé également sur le modèle français des agences de l'eau, avec cette phrase que j'ai retrouvée donc en relecture de ton HDR, qui est « On laisse croire que les comités de bassin sont des parlements de l'eau ». Tu le nommes. Donc je ne pouvais pas éviter de retrouver en fait cette parole écrite donc dans ton HDR. Alors, ton HDR donc porte sur, donc soutenu en 2017 à l'Université de Lille, porte sur la politique des motifs environnementaux. C'est une HDR donc en sciences politiques et tu fais un sort particulier à ce mot, qui est un mot que l'on peut connaître sous différentes formes. Et je voudrais en fait, par ton discours, et cet après-midi à l'occasion de cette audition, donc avec Lolita Voisin, vraiment essayer d'avancer avec toi sur cette notion de motif et que tu puisses nous en parler, nous l'expliciter et voir comment nous, Parlement de Loire, nous pourrions effectivement nous en saisir. Voilà, je te laisse la parole avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Virginie. Moi aussi, j'ai eu grand plaisir à te rencontrer sur cette rivière aménagée. Et en fait, je suis venue à cette notion de motif parce que j'ai travaillé effectivement sur les agences de l'eau qui sont effectivement des parlements un peu particuliers parce que les gens qui siègent dans ces parlements des comités de bassin sont nommés, donc ils ne sont pas vraiment élus. C'est pour ça que je disais, on laisse croire. Bon. Donc c'est des assemblées qui prennent des décisions à la fois sur combien on va taxer les pollutions, combien on va mettre pour la restauration, mais aussi quels sont les usages autorisés ou pas pour le futur. Et ce qui m'avait frappée, c'est que pour les politiques publiques, en fait,
et notamment les politiques qui sont défendues dans les agences de l'eau, eh bien, en fait, c'est pas tous les problèmes qui sont traités, mais comme sur tout agenda politique, ils arrivent parce qu'ils sont mis en visibilité par des acteurs qui vont porter l'attention du public sur certaines choses qui n'avaient pas été vues avant. Et donc en sciences politiques, on dit très souvent ce problème a été mis en visibilité, tel problème a été invisibilisé, mais en fait on ne prend pas vraiment la mesure de ce que ça veut dire ce visible. Et moi ça m'a intéressée de prendre ça au sérieux parce que une des questions que je me pose, c'est dans les choses environnementales et les questions environnementales, eh bien, il y a beaucoup, enfin, c'est des choses très visibles. C'est un peu, si on doit décider de l'avenir de la Loire, c'est savoir quelle forme ça va prendre, avec quoi on va vivre avec cette Loire. Est-ce que ça sera une Loire avec des centrales nucléaires? Est-ce que ce sera une Loire avec des saumons? Est-ce que ce sera une Loire avec des méandres, avec des barrages? Est-ce que ce sera... Et donc en fait, l'environnement, c'est très matériel. Et ça se voit pas que quand on en parle, ça ne se voit pas que dans l'agenda politique quand c'est écrit noir sur blanc, mais ça se voit vraiment matériellement. On voit des choses et puis on les sent éventuellement, on apprend à les repérer, etc. Et donc j'avais envie de questionner, est-ce que, tout à l'heure, je crois que c'est Pascal qui disait une approche un peu sensible des choses, est-ce que ça a un lien avec la politique? Est-ce que quand on perçoit un problème, alors je me doute qu'il arrive, enfin, mes études de Sciences Po m'avaient montré que ça ne vient pas tout seul sur l'espace public, mais est-ce que ça a quand même un lien? Est-ce que... Et alors, une des choses qu'on remarque, c'est que les choses les plus instituées dans l'espace public et dans les politiques publiques sont souvent des choses qui ne sont pas matérielles et qui ne sont pas vivantes. Et donc, je me suis demandé aussi si ce qui était vivant, c'était dur à instituer. Est-ce qu'il y avait des choses qui résistaient et qu'en fait, les institutions, c'est peut-être ce qui reste quand on a enlevé le vivant. Et du coup, instituer le vivant, c'est peut-être plus dur. Donc, avec ces questions-là, j'ai revisité un peu les politiques publiques et les débats que j'avais croisés dans mes travaux, en me disant que l'environnement, au sens très large, c'est-à-dire à la fois la nature, mais aussi l'environnement artificiel autour de nous, donc tout ce qui fait notre environnement au sens de ce qu'il y a autour de nous, c'est matériel et en fait on le comprend. Avant de le représenter éventuellement dans un parlement, on se le représente avec des catégories qui sont des catégories qu'on a apprises de la même façon qu'à un petit enfant qui nous dit « Oh, regarde le chat !» On va lui dire « Ah non, ça c'est un chihuahua, c'est de la taille d'un chat, mais en fait c'est un chien. Il faut que tu apprennes que ça c'est un chien parce que tu vois... » Et donc toutes les catégories de l'environnement, en fait, on nous les a apprises. Mais elles sont aussi très culturelles, c'est-à-dire que dans une autre culture, peut-être que ça ne serait pas si grave que ça de confondre un chat ou un chien. Ou évidemment, bon, les chats et les chiens étaient tellement importants dans notre culture que ça paraît impossible de les confondre, mais on peut imaginer que la façon de catégoriser les choses dans une culture n'est pas exactement la même dans une autre culture. Et donc, en fait, la façon de voir, c'est aussi lié à ces catégories. Et donc, ma notion de motif, c'est d'abord, c'est d'essayer de faire le lien entre ce qu'on voit au sens de forme, auquel éventuellement on donne un nom pour pouvoir le partager avec d'autres dans la culture, et donc un peu comme sur un tissu où il y a un motif. Donc le mot motif, il veut dire cette forme qui se répète, qu'on apprend à voir, et donc par exemple un motif de méandre. Voilà, une fois que vous avez bien compris ce que c'était qu'un méandre, vous voyez des méandres, alors que peut-être que si vous étiez moins sensible à cette catégorie, vous ne l'auriez pas vu. Il y a des entités comme ça qu'on apprend à percevoir. Et ce n'est pas que de la vue, ça peut être des odeurs, ça peut être des textures, ça peut être des bruits, les chants des oiseaux. On peut être plus ou moins expert à reconnaître certaines formes qui, dans la culture, ont plus ou moins d'importance et qui, du coup,
vont être plus ou moins présentes dans notre discours et aussi dans l'espace public. Et il y a des choses qui, au départ, sont complètement absentes de l'espace public, parce qu'elles sont aussi absentes des discours. Ça va être perçu par peut-être des experts, des spécialistes qui sont très, très attentifs à certaines choses, ou bien des passionnés qui vont passer beaucoup de temps sur des milieux particuliers et qui vont remarquer qu'il y a quelque chose qui change. Par exemple, l'eau à Limoges est un peu plus irisée que d'habitude. L'eau à Nantes a une mauvaise odeur. Dans l'estuaire, il y a un peu plus d'algues que d'habitude. Et tous ces remarques d'indices qu'il y a un changement peuvent à un moment donné converger dans la perception d'une même forme, qu'en fait, là, c'est une même type de pollution. On relie les causes les unes aux autres. Et ce motif d'algues vertes, par exemple, va être compris, donc qui était une forme, peut devenir un motif au sens de motivation, de lutte contre ces algues vertes qu'on ne veut pas. Et finalement, les irisations sur les galets à Limoges, c'est le même problème que la putréfaction qu'on a à Nantes, et que finalement, c'est aussi ce qui explique l'enrichissement des milieux qui conduisent aux algues vertes. Et donc, ça peut faire non seulement une convergence de forme et de compréhension, mais aussi une convergence des luttes. Puisqu'en fait, une fois qu'on a le mot pour le dire, on va pouvoir aussi lutter ensemble dans l'espace public en rendant visible quelque chose qui éventuellement l'était pas. Donc voilà, c'est un peu vers ça que je suis allée pour retracer l'histoire des formes qui ont pris de l'importance et qui ont été rendues visibles dans l'espace public sur les questions d'eau. Merci. On voit que dans ce que vous nous proposez là, qui est très riche, on a à la fois cette dimension de changement de nos pratiques d'observation, d'une importance du langage, des mots pour le dire, et puis je crois que vous vous appuyez aussi sur quelque chose qu'on aimerait peut-être développer avec vous maintenant, qui est la valorisation de la singularité, la montée en singularité pour le différencier de la montée en généralité, notamment autour du principe de cristallisation. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer? Parce que cette idée de motif, on voit bien que voilà, peut nous amener à nous poser les problèmes différemment, notamment en travaillant l'exception, en se disant que l'exception peut nous aider à penser les problèmes. Est-ce que vous voulez développer un peu cette dimension? Oui, alors, l'espace public, et le débat public qui s'y déroule, c'est un espace qui est très contraint, parce que l'attention du public est quelque chose d'assez rare, en fait. Et donc, ce dont on peut parler dans l'espace public, c'est des choses qui sont suffisamment bien connues pour que, en peu de mots, on puisse évoquer un problème. Et donc, si on veut parler de choses singulières, auxquelles peut-être pas beaucoup de gens sont familiers, ou des choses qui sont connues que de certains, soit il faut un investissement considérable pour que l'attention de tout le monde ait été sur cette chose un peu singulière, soit il va falloir passer par des catégories qui sont un peu plus larges, que tout le monde connaît, puis dire « Ah, mais dans cette catégorie-là, il y en a une auquel on tient particulièrement ». Et en fait, dans le débat public, le fait d'avoir des motifs un peu grands, un peu généraux, c'est quand même très utile pour savoir de quoi on parle. Et donc, par exemple, les zones humides, c'est une grande catégorie. Pour moi, c'est un grand motif dans lequel on va mettre des étangs, des marais, des vasières, peut-être certaines forêts, etc. Mais en le mettant dans cette grande catégorie zone humide, on a réussi à attirer l'attention du public sur les fonctions qu'elles avaient en commun. Et c'est vrai que dans la grammaire politique française, on aime bien monter en généralité comme ça. Puis c'est vrai que ça va s'articuler avec le fait qu'on va pouvoir faire entrer cette catégorie dans le droit, la protéger. Ça a été protégé par des traités internationaux. Donc cette catégorie, on voit bien, sa montée en généralité, elle permet finalement d'instituer quelque chose qui est vivant quand même, mais voilà. Mais du coup, on perd aussi peut-être l'attachement des gens, parce que zone humide, bon, il n'y a pas un emballement d'émotions derrière cette catégorie. Alors que, il y en a certaines, peut-être, qui méritent que on y attache aussi d'autres motivations qui sont peut-être plus du ressort de l'émotion, leur partie esthétique, leurs caractéristiques plus singulières. Et donc, je pense à plusieurs combats qui ont pu avoir lieu pour protéger certaines zones humides,
qui ont bénéficié à la fois de la montée en généralité du motif zonamine, mais qui ont cherché à légitimer leur caractère singulier. Et dans l'espace public, pour légitimer quelque chose de très singulier, finalement, on s'appuie souvent sur ces dimensions esthétiques. Et alors moi, je parle de cristallisation parce que c'est un peu comme Flaubert parle de l'être aimé, que quand on tombe amoureux, cet amour est cristallisé, enfin en tout cas dans l'être. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça, il y a des espaces pour lesquels on est très engagé parce que émotionnellement, on y est attaché. Et quelque part, on essaye de valoriser dans l'espace public le fait que ce caractère singulier mérite attention. Alors, je pense, par exemple, à les combats, parce que parfois, ça peut être une esthétique visuelle, mais ça peut être aussi une esthétique, on peut dire, d'un collectif qui a une histoire, et c'est le récit qui devient particulièrement important. Et donc les combats qu'il y a eu sur Dongest, ou bien qui ont eu sur les barrages de la Loire, je pense, ont fait qu'il y a des hauts lieux qui ne sont pas juste un barrage parmi d'autres ou une zone humide parmi d'autres, mais qui sont devenus, qui ont cristallisé des combats particuliers et un récit et un attachement particulier. Voilà. D'accord. Juste comme exemple, j'aime bien, parce que tu parles des motifs, tu prends un exemple qui m'a parlé tout de suite, tu dis le pantalon est un motif que les féministes ont politisé pour l'inscrire dans le répertoire des tenues féminines légitimes dans l'administration. Donc voilà, si je reviens à cette notion de motif, parce que je suis persuadée que c'est une entrée possible, nous, pour préparer en fait le Parlement de Loire. Donc le motif, on le comprend bien, il va découper un morceau de réel, il doit se distinguer, d'accord ? On voit aussi dans ce que tu dis que la perception de motif donc, suscite des émotions, et il y a, on va revenir aussi à ça sur le pouvoir du langage, donc tu dis que lorsqu'un motif en fait acquiert un nom, à ce moment-là, il peut être utilisé comme sujet d'un verbe pour suggérer des responsabilités. Lorsqu'on est capable de dire le gazon pollue, voilà. Voilà. Est-ce que tu pourrais lancer un petit peu là-dessus, et puis on reviendra ensuite sur la Loire avec Lolita. Alors je reprends l'exemple du pantalon. Donc pendant longtemps dans l'administration, on demandait aux femmes de porter des jupes. C'était vraiment c'était interdit de porter un pantalon. Et donc ça veut dire que dans ce qui était légitime pour une femme comme tenue vestimentaire, il n'y avait pas le pantalon. Et il a fallu politiser ce pantalon pour dire, en fait, c'est quand même assez casse-pied d'être toujours en jupe dans toutes les situations. On revendique une certaine égalité de traitement, elle passe par le pantalon. Ça veut dire aussi qu'après, une fois qu'on a accepté que le pantalon, ça soit une tenue légitime, dans l'environnement de travail, on va voir un motif qu'on ne voyait pas avant, qui est les femmes en pantalon. Et donc, ça va exister, ça va être là, ça va être visible et ça va être légitime. Donc, c'est un peu un exemple que j'aime bien parce que je pense qu'il faut aussi savoir décloisonner les enjeux environnementaux par rapport aux autres enjeux. C'est un enjeu environnemental, presque comme un autre, mais dans l'environnement de travail, où voilà, on peut accepter de voir quelque chose que jusqu'à présent, on n'acceptait pas. Et alors, sur l'histoire du gazon, c'est un travail qui a été fait par Paul Robbins, qui est un political-écologiste, c'est-à-dire un anthropologue géographe qui s'intéresse à la dimension politique de l'environnement. Et donc lui, il travaille sur les jardins de devant dans l'Amérique du Nord. Donc vous voyez, les résidences, les quartiers résidentiels des États-Unis sont marqués par 2 jardins. Il y a un jardin devant qui est ouvert, et puis il y a un jardin derrière qui est clôturé. Et ce jardin de devant, dans les quartiers riches, il est très verdoyant. Il est en fait traité pour qu'il n'y ait pas de pissenlit qui pousse dessus, et il est traité à des pesticides qui polluent beaucoup. Et en fait, pendant très longtemps, on a essayé de convaincre les gens d'utiliser moins de pesticides pour ça. Et en fait, plus les gens sont conscients que ça pollue, en fait, plus ils en utilisent des pesticides. Donc, c'est pas par la communication que ça marche d'essayer de convaincre les gens. En fait, ça fait partie de la culture résidentielle que de bien tenir son gazon et donc de lutter contre les pissenlits.
Et donc, ce que propose de faire Paul Robbins dans son livre, c'est de faire un motif de ce gazon et de dire, en fait, il y a un problème gazon. Il y a un problème, et donc si je mets un mot dessus, et j'appelle ça le gazon, et il appelle ça même, son livre s'appelle « Les gens du gazon », eh bien on va peut-être réussir à le poser comme un problème public et à dire « ce gazon pollue ». Et effectivement, tant qu'on n'a pas la catégorie, on ne peut pas très bien instancier ce gazon, parce que en fait, il y a plein de pollutions différentes en ville, etc. Et là, on veut vraiment, donc comme tu disais, le distinguer d'autres formes de pollution, dire là, il y a vraiment quelque chose de spécifique, et essayer de démêler les possibilités et éventuellement, à un moment donné, séparer peut-être cet espace de ce gazon, parce que ce gazon est tellement fragile, en fait. C'est pour ça qu'il y a des pissenlits qui se mettent dessus. C'est qu'en fait, il a été choisi par des firmes, par des jardineries, parce que ça leur permettait de vendre à la fois le gazon et à la fois les pesticides qui allaient avec. Et donc, il y a une sorte de collaboration entre ce gazon fragile et ces pesticides qu'on vend. Donc, si on veut se débarrasser de cette pollution, il faudra peut-être aussi se débarrasser du gazon. Et donc, voilà, un exemple de pollution dont on prend connaissance dans l'espace public avec une catégorie particulière. Et alors se développent maintenant aux États-Unis des formes d'entretien de cet espace de devant qui ne sont plus liées au gazon. Donc il y a des jardins secs ou il y a des jardins avec des pissenlits qu'on accepte, etc. Voilà. Alors à partir de votre proposition, on pourrait bien sûr nous se poser la question quels seraient les motifs de la Loire ? Les barrages, les îles et leurs déplacements, les sternes et leurs nids sur les graviers, les sédiments et leurs mouvements, la Jussie, l'anguille, les mariniers de Loire et leurs chemins sur l'eau, les aménagements dans le lit mineur, les aménagements dans le lit majeur, les centrales nucléaires, les cormorans, les digues, les silures. Alors, on n'est pas ici, évidemment, pour décider quels seraient ces motifs, mais est-ce que vous pourriez nous aider à identifier ces motifs? Comment on fait pour identifier ces motifs? Comment émergent-ils dans l'espace public? Et peut-être, à quoi ça sert de les identifier? Alors, la façon dont un motif émerge, c'est parce qu'il va être porté par des acteurs qui vont trouver que ça a du sens de porter ces motifs, parce que derrière, il y a soit une crainte, soit un espoir. Et donc, vous êtes en train de bâtir des imaginaires de Loire, et donc on peut imaginer des futurs motifs. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui soient des promeneurs le long de la Loire, qui sont capables, parce qu'ils ont beaucoup observé, ils ont beaucoup cheminé le long de la Loire, de sentir l'odeur de la Loire et dire « Ah tiens, aujourd'hui, elle a plus une odeur d'Allier, il a dû pleuvoir sur l'Allier », ou bien « Oh, elle est un peu creuse, la Loire, aujourd'hui ». Alors, ça serait un motif olfactif des débits de la Loire, et peut-être ça aurait du sens de le défendre si un jour, en fait, l'Allier avait un débit très menacé et que, du coup, on voulait que, en période d'étiage, il y a un peu de tous les affluents qui soient maintenus, on pourrait imaginer. Bon, alors, ça, c'est juste une expérience de pensée, mais en fait, il faut faire assez confiance, enfin, en tout cas, à la société qui amène sans cesse de nouveaux motifs, c'est-à-dire des nouvelles formes qui ont été repérées et qui sont porteurs d'une certaine cause. C'est-à-dire que derrière cette forme, le fait de la vouloir, ça a du sens. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une sorte d'épreuve pour arriver jusqu'à l'espace public. C'est que vous ne pourrez pas, avec des petites causes et des petits motifs, séduire l'attention du public, de tout le monde, parce qu'on va vous dire oui, mais ce n'est pas très important. Donc là, il y a une épreuve démocratique, d'un travail politique, d'attirer l'attention. Alors, c'est plus ou moins démocratique, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens pour attirer l'attention sur certaines formes, alors qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup moins de moyens. Donc là, il y a un combat qui n'est pas toujours équilibré, bien sûr. Mais on peut voir aussi que dans cette épreuve-là, il y a
par le passé pas mal de causes qui sont quand même qui ont réussi à parvenir jusqu'à l'espace public. Et donc du coup, je crois que dans l'expérience quotidienne, l'avantage des motifs aussi, c'est que, enfin en tout cas la façon dont j'ai essayé de construire cette notion-là, c'était de dire qu'il ne faut pas s'en remettre qu'aux experts. Si dans les arènes publiques, il y a la parole de l'expert qui est équipé, qui a toutes ses appareils sophistiqués pour comprendre la qualité de l'eau, etc., ben on perd toute la dimension sensible. Et donc, je pense que dans l'espace public, si on n'arrive qu'avec un équipement très, très expert, où on va parler des teneurs en différentes concentrations de substances chimiques ou bien des assemblages de poissons très compliqués, ça ne va pas forcément séduire beaucoup la population qui n'est pas experte. Et donc, le motif, c'est l'idée que ça puisse être perçu par des profanes et que, alors plus ou moins, comme je le disais tout à l'heure, plus ou moins expérimenté, parce que parfois, il faut avoir éduqué ses sens pour être encore sensible à certaines choses. Et bon, je crois à ce que les formes auxquelles on tient, Valérie parlait d'interdépendance, si vraiment on dépend de certaines formes, je pense qu'on sera collectivement capable de percevoir ces formes et de les faire venir jusqu'à l'espace public pour qu'elles soient là. Alors évidemment, ça se fait dans le dialogue, parce que si vous me dites nous on a débattu et vraiment on veut beaucoup de barrages et beaucoup de saumon, ça va pas être possible, quoi, parce qu'il y a des motifs qui sont pas très compatibles entre eux. Les saumons n'aiment pas beaucoup les barrages. Bon. Mais d'un autre côté, on peut essayer de peut-être zoner certains espaces pour le saumon, puis à d'autres espaces pour la production. Je crois que ça permet de débattre un peu des formes qu'on veut, un peu comme si dans l'assemblage d'un tissu, on faisait un patchwork, et puis il faut que ça tienne, et là il faudra débattre des conditions pour lesquelles ça peut tenir, parce que ça n'est pas que esthétique, il faut aussi que techniquement ça fonctionne, et que les relations écologiques soient respectées, etc. Voilà. Merci. Toujours pour continuer sur cette ligne des motifs, on voit également, donc tu nous dis que les motifs environnementaux ont une histoire politique. Voilà. Et donc nous on s'interrogeait justement sur la political ecology, ce courant donc de recherche anglophone, et sur le fait que cette politique porte une attention particulière à la production lexicale et à l'utilisation morale des mots. Voilà, je voudrais t'entendre là-dessus, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Alors, de ce que j'ai décrit jusqu'à présent, on a l'impression que c'est à la fois des formes, et puis l'attachement, la motivation attachée à ces formes vient simplement du fait qu'il y a des gens qui sont attachés à ces formes, et que du coup, ils sont attachés à ce qu'il n'y ait pas d'algues vertes, ou bien ils sont attachés à ce qu'il y ait des saumons, ou ils sont attachés. Mais en fait, très vite, ça se politise au-delà le désir de la forme pour elle-même, et c'est un modèle de société derrière qu'il y a. Et donc, en fait, dans la politico-écologie, il y a cette attention portée au fait que ça n'est pas qu'une zone humide, mais ça sera considéré comme bien, et dans quel bien commun, dans quelle cité on souhaite vivre avec des zones humides. Alors, je peux donner quelques exemples. La truite, par exemple, c'est une espèce qui a été énormément politisée dans l'histoire des politiques de l'eau en France, parce que au moment où, en fait, au début du 19e siècle, il y avait très peu de pêcheurs amateurs en France. Il y avait beaucoup de pêcheurs pour manger du poisson. La distinction entre pêcheurs amateurs et pêcheurs professionnels est venue très tardivement, donc à l'époque on ne faisait pas la distinction, mais ce que je veux dire c'est que pendant très longtemps en France, la pêche amateur ou en tout cas
de subsistance était très dévalorisée comme étant vraiment une pratique très populaire. Bon, et alors en 1860, par exemple, il y a un ouvrage qui arrive et qui dit mais enfin en Angleterre, c'est vraiment les gentlemen qui pêchent. Comment ça se fait qu'en France on n'a pas ça? Et puis progressivement, il y a les clubs de pêche qui existent en Angleterre qui vont se développer aussi en France et c'est notamment à travers la pêche à la truite que ça va prendre. Et alors que on regardait pas du tout les rivières dans l'espace public, eh bien il y a toute une population d'amateurs de pêche qui va essayer de se faire entendre et que les poissons aussi ont le droit de vivre dans ces rivières. Ça n'est pas que des rivières pour faire de l'eau potable qu'on préserve pour les villes ou que des rivières pour emmener les effluents loin. Il y a peut-être aussi des rivières dans lesquelles il y a des poissons et que on peut remettre des truites et ça correspond au moment où on maîtrise à nouveau la fécondation artificielle de la truite. Et on parle de la truite comme un poisson noble. Donc tu vois, dans l'idée que les motifs peuvent être chargés lexicalement d'adjectifs, ce poisson de noble, qualifié de noble. Alors pourquoi il est noble? Parce que il vit plutôt d'abord parce que c'est un prédateur, donc c'est peut-être plus difficile à attraper que... Mais enfin, les brochets aussi, et alors le brochet est peut-être moins considéré comme une espèce noble, mais il y a une certaine hiérarchie qui est liée au fait aussi que pour pêcher la truite, eh bien, il fallait aller plus loin que les villes, et donc souvent se distinguer des personnes qui avaient moins les moyens de s'éloigner des villes, qui avaient moins accès à une voiture, etc. Et donc les pratiques populaires en ville n'étaient pas tellement des pratiques de pêche de truite, et les pratiques de truite étaient plus dans des espaces préservés, parfois un peu idéalisés comme bucoliques et ruraux, même si ce n'était pas forcément toujours le cas. Et donc ça, c'est resté très, très longtemps, cette distinction entre des poissons nobles et des poissons moins nobles. Et puis la truite, elle a été repolitisée à un autre moment. En 1941, on a fini par accepter que les pêcheurs avaient beaucoup œuvré pour restaurer ou en tout cas empêcher des dégradations de rivières. Donc il y avait eu des procès retentissants où les pêcheurs avaient gagné. Et finalement, en 1941, on décide que on va reconnaître aux pêcheurs cet effort qu'ils ont fait. Et on va leur reconnaître que pour pêcher, il faudra adhérer à une association de pêcheurs et elles seront fédérées au niveau national. Évidemment, en 1941, c'est un peu marqué comme période. C'est une période sous le gouvernement de Vichy. Et du coup, la truite, elle va être aussi promue à ce moment-là comme l'espèce nationale. Et donc, c'est aussi, on défend le territoire français en défendant la truite. Alors, ça va passer... toutes les pratiques d'alvinage qui consistent à soutenir les populations de truites et d'autres espèces en rivière vont progressivement avec l'environnementalisme et les connaissances, la démocratisation des connaissances de l'écologie, être très disqualifiées. On va dire ça sert à rien de remettre des œufs de poisson dans une rivière ou des petits alevins. Parce que si en fait les milieux ne sont pas restaurés, ces espèces elles vont être pêchées, mais elles ne pourront pas se reproduire. Et donc même dans les milieux de la pêche, on va progressivement condamner beaucoup l'alvinage. Et donc la truite va ne plus être une image du territoire et de la gestion de la pêche, mais être associée plus à des milieux naturellement préservés qui ont les moyens de se régénérer eux-mêmes, et notamment à travers tous ces cours d'eau qui ont suffisamment de gravier qui reviennent régulièrement avec un transport sédimentaire suffisamment important pour pouvoir avoir des frayères à truites, etc. Et donc, dans la politique-écologie, ce travail de regarder comment certaines espèces, certains motifs ont été comme ça successivement considérés comme très bons ou au contraire très mauvais, et comment on peut retourner un peu ces motifs en les sublimant ou au contraire en les disqualifiant, ça permet aussi de complexifier un peu l'histoire et de ne pas dire que voilà, le silure a toujours été méchant, le saumon a toujours été là comme gage de bonne santé des rivières. C'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a une coévolution entre la société et différentes espèces, voire différentes
différents paysages, formes de paysages, voilà, différents motifs, dont les catégories évoluent. Et peut-être que justement, dans ces politisations de formes lexicales, on a de temps en temps le besoin de séparer deux formes et donc de trouver deux mots pour dire il y en a une qu'on va garder parce qu'elle est associée à certaines pratiques. Il faut vraiment avoir un autre mot pour le dire. C'est plus c'est exactement la même chose que ce qu'on regardait avant. Par exemple, si je reste sur l'exemple de la truite, on s'est rendu compte qu'on avait alviné en France avec une espèce de truite océanique. Alors on pensait que c'était la truite fario partout, mais en fait dans le bassin méditerranéen, donc à l'aval du Rhône, en fait, il y a une autre truite fario. Et donc, en fait, il faut deux mots, parce qu'en fait, c'est important de ne pas mettre la truite océanique dans le bassin méditerranéen. Et donc, on aurait peut-être intérêt à avoir bien deux mots pour ne pas nuire à une espèce en pensant qu'on lui met la même espèce, alors qu'en fait, c'en est une autre, par exemple. Merci. On voit bien que vous nous engagez d'une certaine manière à retracer une histoire politique et écologique de la Loire. Et surtout, moi, je retiens vraiment dans ce que vous dites la question du langage. Je crois que vous dites que le langage est aussi le vocabulaire de la lutte, que c'est quand même notre moyen le plus fort. Et c'est pour reprendre aussi ce qu'on entendait juste précédemment sur la possibilité, d'une certaine manière, de négocier, de discuter, d'avancer. Est-ce que justement, pour revenir à notre histoire du Parlement de Loire, comment vous pensez que les motifs, en tout cas que cette entrée que vous nous proposez, peut nous aider dans notre chemin? Quel regard vous portez sur le cheminement que nous essayons de tracer dans ces auditions pour le Parlement de Loire? Un parlement, c'est un peu comme une clairière. C'est un philosophe qui s'appelle Henri Dick qui dit ça. Une clairière où on pourrait tous voir ce dont on est en train de parler. Et donc l'espace public, c'est ce qui va permettre de montrer un certain nombre de choses qui sont des problèmes. Et alors, accuser ou montrer des problèmes, dans le grec, ça vient de catégoriser. Enfin, en tout cas, le mot catégoriser vient de pouvoir accuser publiquement. Mais donc, accuser publiquement, ça veut dire qu'il faut vraiment les mots. Parce que si vous voulez accuser un problème, vous n'avez pas les mots. Ou alors, si pour expliquer à l'ensemble des membres du Parlement ce dont vous parlez, il vous faut 3 heures d'explication pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, vous allez perdre forcément l'audience. Donc, en fait, l'auditoire a besoin que vous ayez les mots. Et ces mots, il faut qu'ils aient existé hors du Parlement déjà pas mal pour que... déjà, quand vous en parlez, tout le monde dise « Ah bah oui, on voit très bien ce dont il s'agit. Ah bah, on a vu le film Les lanceurs d'alerte. Un silure, ça a des moustaches, je vois. Donc, quand il dit silure, je vois bien. » Et donc, c'est ça que j'appelle l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a toute cette histoire où ça a été beaucoup discuté dans les discours des gens. On en parle au café. Ah bah oui, les silures, mais quelle catastrophe. Mais non, au contraire, moi, j'en ai pêché un super gros, on était super contents. Bon, alors voilà, on voit bien ce que c'est, on va pouvoir en parler, on va pouvoir l'accuser dans la clairière commune où on apporte les problèmes. Mais en fait, évidemment, on ne va pas apporter un silure. Donc, il y a, dans la question de la représentation, la question du langage, elle est déterminante. Il faut bien choisir ses mots pour que on qualifie bien les problèmes qu'on veut traiter. Et je pense qu'un Parlement, il traite évidemment des problèmes, mais aussi de comment on va les régler, quel compromis on peut avoir. Et pour tout ça, il faut des mots pour recoudre ensemble le patchwork de la Loire, quoi. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que nous nous sommes parlé juste avant le confinement. Et puis, j'avais dit quand même, ce Parlement de Loire, c'est une drôle de chose, je sais pas, voilà. Donc, il y avait chez toi, pas une frilosité, mais disons plutôt une curiosité, en tout cas, donc sur cet objet qui est peut-être finalement un motif, le Parlement de Loire, qui sait. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir justement comment quelqu'un comme toi, qui est donc dans ces institutions, qui est au niveau européen, voire même international, très ancré dans les politiques publiques, donc liées à l'eau. Tu m'as dit il y a quelques jours, j'ai un petit peu changé d'avis.
peut-être par la proximité donc, de Marie-Angèle Hermine, donc, avec qui tu partages donc, ce comité de déontologie. Et finalement, c'est cette modification de ta perception qui nous intéresserait, nous, commission du Parlement de Loire, de sentir, parce que c'est intéressant de voir justement ce basculement, ou ces basculements, ces revirements, ces écartements complets, parce que dans le processus même du Parlement qui est en train de se faire, donc depuis 2019 maintenant, la Commission est aussi très attentive à justement ces légers dévers, ces légers basculements. Voilà, j'aimerais bien que tu racontes le tien. Alors, à la fin de mon ouvrage, là, je discutais un peu ces questions de personnalité juridique. Et en fait, les motifs, ils peuvent être institués. Je citais les zones humides, les poissons migrateurs sont institués dans le droit. Alors même si ces catégories peuvent un peu bouger, que leurs contours sont parfois remis en cause parce que le vivant bougeant, des fois il déborde un peu de la catégorie qu'on lui avait donnée et donc il faut les revoir. Mais finalement, ma question originelle de savoir si on pouvait instituer le vivant, de fait, on a pas mal institué le vivant en mettant des motifs dans le droit de l'environnement et en donnant des statuts soit d'espèces protégées, soit d'espaces protégés à pas mal de motifs. Et du coup, ça m'amenait en conclusion à dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de donner la personnalité juridique à des entités naturelles parce qu'on pouvait protéger leurs motifs. Et donc, pour peu qu'on définisse ce à quoi on est attaché dans ces êtres naturels, peut-être aussi non seulement les choses auxquelles on est attaché, mais les choses qui sont peut-être nécessaires pour notre résilience, même si on n'y est pas très attaché. Bon, les vers de terre sont très très importants, même si en fait on n'a pas forcément un amour pour les vers de terre. Donc, on fait un peu l'inventaire de ce qui serait à protéger, et finalement il n'y aurait peut-être pas besoin de la personnalité juridique. Alors moi je disais ça avec beaucoup de naïveté parce que je ne suis pas juriste. Et donc, je me disais, personnalité juridique, ça veut peut-être dire aussi qu'il y aurait des responsabilités. Alors, la rivière, quand elle a une crue, est-ce qu'elle serait responsable des morts qu'elle crée ? Ça va être un peu compliqué. Et puis, effectivement, en lisant ce que Marie-Angèle Hermine a écrit, je me rends compte que j'étais très peu informée du droit, parce qu'en fait, il y a plein d'entités qui ont la personnalité juridique et qui n'ont pas de responsabilité parce que soit elles sont mises sous tutelle, soit elles sont... Puis alors, le truc qui m'a le plus convaincue, c'est qu'on a donné la personnalité juridique à des entreprises. Donc, en fait, la question de... Donc, si on l'a fait avec des entreprises, on peut peut-être le faire pour des êtres naturels aussi. Donc je comprends que mes réticences, elles venaient beaucoup du fait que, en fait, je connais rien à l'histoire de cette notion de catégorie juridique. Et donc, en fait, je ne vais pas m'aventurer sur ce territoire de ce qui se passe dans les tribunaux et des rapports de force qu'il y a dans les tribunaux pour savoir si, du coup, cette catégorie-là, elle permet d'inverser des rapports de force. Je pense que ça, Valérie l'a très bien fait, et donc, je n'ai pas de grand-chose à vous dire là-dessus. Moi, je me passe peut-être un peu en amont des tribunaux, c'est-à-dire que... avant qu'il y ait vraiment un conflit qui soit à ce point bloqué qu'on l'amène au tribunal, on peut peut-être le garder dans la clairière, là, et puis essayer ensemble de se dire comment on trouve un compromis. Et les politiques publiques, c'est un peu ça, c'est un peu, on a un espace de négociation avant le tribunal, et il faut quand même des mots pour le dire, et il faut quand même des catégories, même si on va probablement lutter pour bien définir les contours. Parce que quand on définit le contour d'un motif, c'est-à-dire quand on va dire c'est quoi une algue verte, quand est-ce qu'il y a vraiment algue verte au point que c'est vraiment une prolifération embêtante, et quand est-ce que c'est juste une petite vulve qui était là, mais juste elle pose pas trop de problèmes, il va falloir définir les contours. Et en fait, on se rend compte que les luttes environnementales, elles portent principalement sur les contours de ce qui est le motif.
Et aussi parce que vous voyez bien que comme ces motifs sont dans l'espace, et notre tissu, je ne sais pas s'il y a une autre photo. Alors là, vous aviez, voilà, les mobilisations, mais je crois que j'en ai une sur les algues vertes. Voilà. Le fait que ces algues, elles recouvrent des territoires administratifs différents, le fait qu'il y ait une commune qui soit touchée ou qui ne soit pas touchée, vous comprenez qu'une commune qui n'est pas touchée, elle peut dire pendant pas mal de temps, ou ses représentants peuvent dire pendant pas mal de temps, non, ce n'est pas un gros problème. Puis le jour où elle est touchée, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être plus intéressés à lutter contre, ou bien au contraire. Et donc les contours, c'est très vite des territoires, c'est très vite. Et donc ça prend les gens aussi qui sont sur ces territoires dans le contour. Et donc on lutte aussi éventuellement pour être en dehors ou dans le contour, pour être pris, pour savoir si, quand vous parlez des zones polluées, est-ce que vous êtes dedans, est-ce que vous n'êtes pas dedans? Et bon, moi je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette discussion politiquement, à définir si c'est souhaitable ou pas souhaitable avant d'aller au tribunal. Parce que je pense qu'il y a des fois, il faut peut-être en passer par un conflit qui ne peut se résoudre que devant les tribunaux, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie des conflits qui se résolvent avant. Voilà. Merci beaucoup. Et donc on arrive à la fin de notre échange. Et au nom de la commission, nous concluons donc cette audition. Et Gabrielle, nous vous remercions infiniment pour votre parole. Eh bien, grand merci à vous. Donc on fera une pause après ce moment avec donc Bruno Marmiroli de la commission et Gilles Deguet. Et vous voyez affiché ici ce journal des conflits numéro 2, c'est ce deuxième présenté comme un interlude, mais c'est un temps de parole qui va être autour d'une demi-heure, qui va voilà, vraisemblablement nous plonger dans les conflits et dans leur histoire autour de la Loire, histoire et présent de ces conflits. Merci Bruno, merci Gilles. Merci. Donc, au nom de la commission, effectivement, j'accueille Gilles Deguet. Alors, je vais essayer de dresser